Bonjour et bienvenue dans ce retour de la semaine, voire des 2 ou 3 dernières semaines de trading. Nouveau cadre, car déménagement, qui dit déménagement dit aussi agence immobilière. Et petit scam, petite arnaque de l'agence immobilière, voilà, je vous raconte ça rapidement. Vos questions, la possible fin de la bulle immobilière en Andorre, un big short sur une zone qui a été prise il y a 2 semaines, un peu de scalping, une autre histoire de zone et le calendrier éco de la semaine. Donc pas pu faire de vidéo ces derniers temps pour cause de déménagement, mais c'est pas le déménagement en soi qui pose problème, parce on fait appel à une société. Et en fait, c'est une excellente société où les mecs ils ont grave assuré. En revanche, c'est toute la partie administrative qui est tendu. Vraiment, c'est super compliqué. Donc en fait, déjà pour venir en Andorre dans le cadre d'une expatriation, c'est complexe d'un point de vue administratif. Mais ce qu'on savait pas, c'est que faire du Andorre et était aussi très compliqué. Donc voilà, ça a pris beaucoup de temps. Donc rapidement, comment fonctionnent certaines, hein, pas toutes bien sûr, mais certaines agences immobilières. Quel est le process pour mettre une carotte? En fait, c'est sur les charges. Donc ici en Andorre, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment blindés, mais blindés de chez blindés, et ils délèguent tout. Ils délèguent leur patrimoine immobilier, ils délèguent la gestion locative, etc. Et donc c'est des gens qui sont pas à 1000 ou 10 000 balles près. Voilà. Donc, les agences immobilières, qu'est-ce qu'elles font? Elles envoient des régulations ou pas de charges aux locataires et elles envoient des papiers qui demandent aux propriétaires de payer tant. Mais il n'y a jamais de facture. Du coup, l'agence immobilière, elle envoie ce qu'elle veut. Et si elle veut vous carotte de la caution, ils font quoi? Ils vous font pas de régulation. Et à un moment donné, lorsque vous arrivez à la remise des clés pour sortir, etc., ils vous disent, voilà, en gros, vos charges, ça fait tant. Voilà, c'est bon, le compte est bon, vous avez dépensé en charge, en eau chaude, en tout ça. Donc, on est quitte, vous perdez votre caution. Et de l'autre côté, le proprio, il sait pas du tout ce qu'il paye vraiment, parce que c'est l'agence immobilière qui envoie. Le problème, c'est quand vous commencez à poser des questions et surtout demander des factures. Là, ça coince, parce qu'il n'y a pas de facture. Du moins, ils veulent pas vous les donner. Donc, si un jour ça peut servir à quelqu'un, lorsque vous quittez un appart et qu'il y a un litige, les clés, lorsqu'elles sont rendues à l'instant T, s'il y a litige, vous rendez pas les clés, vous allez dans un office spécifique du gouvernement où vous déposez les clés. C'est acté comme quoi vous avez rendu les clés, tout ça, mais qu'il y a litige. Du coup, là, ils sont obligés de régler le litige. Et ici, en Andorre, lorsque vous quittez l'appart, la caution est récupérée à la remise des clés. Voilà. Je pense à un truc en aparté, oubliez pas qu'il y a eu le changement d'heure au STET. Du coup, on est décalé d'une heure jusqu'à ce que nous, en Europe, au niveau des fuseaux horaires, on change aussi d'horaire. Donc, pré-market 13h30, 14h30 l'open, le close à 21h. Voilà. Donc, vous faites pas avoir si jamais vous souhaitez trader dans la bonne partie de la session US. Donc, ces derniers temps, j'ai accumulé un certain nombre de mails, de questions en attente qui traitent de la fiscalité d'un trader indépendant, donc en France, en République fiscale. Donc c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre précisément, parce que d'une, j'ai pas la compétence, je suis pas expert comptable. Maintenant, trois choses. La première chose, c'est aller voir un expert comptable qui, de préférence, est sensibilisé ou connaît le trading. Ce sera vraiment la meilleure solution. Maintenant, un bon expert comptable, il n'a pas besoin d'être trader ou s'occuper d'une équipe de traders pour vous conseiller comme il faut. Chaque situation est spécifique en fonction de ce que vous voulez optimiser, en fonction du style d'imposition pour lequel vous allez opter. À chaque fois, il y a je vais pas dire la meilleure, mais peut-être la moins pire solution. Deuxième option, il y en a peut-être 4. Ouais. C'est par exemple par rapport aux URSSAF, vous pouvez aussi leur poser des questions par rapport au statut, aux cotisations, tout ça. Au niveau des impôts, vous pouvez faire ce qu'on appelle un rescrit fiscal. Rescrit fiscal, c'est quoi? C'est vous poser la question par écrit, une question bien précise où vous posez toute la problématique, toutes vos questions, et
l'administration fiscale va vous faire une réponse écrite, et cette réponse écrite fait foi, et vous pouvez vous appuyer dessus si jamais vous avez donné vraiment tous les paramètres comme il faut, et ils vous ont dit oui, tu peux faire comme ça. Bah si tu fais comme ça et que après ils te promettent une douille, tu peux dire non, regardez, moi j'ai fait une demande écrite et ouais, le délire, hein, ok. Et à ceux qui posent malgré tout la question, mais comment je peux faire pour faire mieux ou quoi? Eh ben, sachant que tu es dans le pays le plus fiscalisé, je crois, au monde, ben, tu prends une carte, une map monde, tu fais plouf plouf. Si tu tombes pas sur l'Atlantique, la Méditerranée, en plein milieu d'un désert ou dans le Pacifique, tu es au bon endroit d'un point de vue fiscal. Après, il faut avoir la possibilité, l'envie de partir, être suffisamment rentable, avoir un système vraiment de trading solide, etc. Donc, bien évidemment, c'est pas adapté à tout le monde, et même des gens qui sont rentables, qui n'ont pas envie de quitter la France, bah ils quittent pas la France. Voilà. Mais pour ceux qui ont vraiment cette possibilité et cette motivation, cette envie, parce que c'est pas évident de s'expatrier, et ben je vous dis, vous pouvez faire plouf plouf, et après ben vous choisissez ce qui peut correspondre au mieux à votre lifestyle, à vos us et coutumes, à ce qui vous correspond le plus d'un point de vue culture. Des questions très intéressantes aussi concernant la sécurisation du trade à break-even, que ce soit je pense sur un co ou sur autre chose, peu importe, à partir du moment où on a l'entrée où ça part, sécuriser tout de suite soit break-even, soit plus un ou plus de ticks, histoire d'éviter un petit slippage et d'encaisser quand même un tick ou deux, donc 5 ou 10 $. Je vous ai fait un petit Excel pour voir à quel point c'est la merde. Effets spéciaux, pédagogie, tout ce qu'on veut, voilà, bref. Ici, c'est une configuration classique de price action que j'utilise donc sans aucun indicateur ni rien. Le prix baisse, ok, on a une première réaction, on a un petit retracement et un rebond. Je rentre ici, d'accord? Je rentre juste là. Donc, bon, ça c'est pas vraiment la question, mais c'était juste pour le price action et la pédagogie. Donc, je rentre à la clôture de cette brique-là, donc lorsqu'elle apparaît. Maintenant, une fois que je suis dans ce trade-là, je l'ai fait, parce que moi aussi j'en avais marre de me prendre des trade qui est vert, donc deux briques, ça fait quand même 100 $. Bah, au lieu d'encaisser, je sécurise là, puis le prix il vient travailler comme ça, la brique elle bouge, donc la brique verte elle est bien clôturée, mais pour la brique suivante, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, et à un moment donné, ça vient toucher. Donc moi j'ai pas trouvé de solution donc de solution imparable. Moi généralement sur les configurations comme ça, j'ai un TP de 2 briques, donc 5 points. Ça veut dire voilà, mon TP il est là, et dès que j'ai les 2 briques, ça encaisse, point barre. Lorsque j'utilise d'autres configurations ou d'autres stratégies, je ne sécurise qu'à la 3e brique. Pourquoi? Parce que si je sécurise à plus de ticks, hop, à partir de la clôture de la 3e brique, donc souvent c'est lorsque j'utilise l'entrée stochastique, parce que statistiquement le TP le plus intéressant dans ces cas-là, c'est 4 briques, donc 10 points, et je sécurise qu'à l'apparition de la 3e brique. Donc mon entrée elle est là, et ici ça signifie que si je sécurise à partir de là j'ai moins de chances de me prendre une douille. Et encore une fois, tout dépend, c'est-à-dire si le prix est très hésitant, qu'on met en plus légèrement à contre-tendance, que votre trade il pue la défaite, je pense qu'il vaut mieux encaisser. Il vaut mieux encaisser même une brique, donc 50 balles, plutôt que de se faire sortir à break-even, plus les frais futurs, etc. Voilà. Donc, sur des stops qui sont serrés, sur des TP qui sont serrés, sur futur, il n'y a pas vraiment et même sur CLD en fait. Sur CLD, c'est encore plus galère parce que le stop, vous pouvez pas le remonter comme vous voulez. Mais bref, si on reste sur futur, c'est super galère. Donc si vous sécurisez trop tôt, quasi à tous les coups, vous vous faites sortir. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé la solution sur une config de mouchoir de poche de pouvoir sécuriser le trade et de le laisser partir. J'ai pas trouvé. Rapidement, un ancien commentaire de Jackie, je le prends parce que j'aime bien Jackie. Salut Jackie. Avec ou sans indicateur, chacun fait à sa sauce. Oui, c'est sûr. De toute façon, un indicateur est quand même toujours retardé. Les vraies infos sont dans le prix. Techniquement, vous avez tout dans le prix déjà. Voilà. Ensuite, plus vous allez chercher d'entrée, plus vous augmentez le risque de vous prendre une douille.
Plus vous cherchez à faire de points, moins vous pouvez aller chercher les CTP. Donc c'est toujours un ratio risque-reward, avantage, inconvénient. Moi, je suis parti du principe approche statistique, price action pure, DTP réduit, des stops réduits, statistiquement ça match. C'est quoi le dénominateur commun? Ben, c'est que j'adapte à la lettre ce qui fonctionne, ce que j'ai établi qui fonctionnait. Ensuite, il suffit de varier un réglage, ben, ça fonctionne plus. Il suffit d'être fatigué ce jour-là, ben, vous appliquez mal la stratégie. Et voilà. Donc, avec ou sans indicateur, peu importe, il y a tout qui fonctionne. Si vous avez établi d'un point de vue statistique que ça fonctionne bien, peu importe que vous ayez un ratio de 3, 4 ou même d'un ratio de 1 comme moi, ce qui compte, c'est la manière dont vous allez appliquer le truc. Et au final, c'est la discipline. Ce qui m'emmène à la question suivante, qui était, ça je l'ai eu plusieurs fois aussi, mais bah, je réponds pas toujours. Je suis très vert plus en démo, rouge plus en réel. Alors, moi je dis spontanément discipline psychologie. Si on enlève le fait que la version démo présentée, proposée par le courtier représente fidèlement les mouvements du marché, s'il n'y a pas ce genre de scam ou de différentiel, ben c'est la psycho, c'est l'émotion, le fait de gagner et de perdre de l'argent, c'est ça qui altère la qualité des entrées. Alors en 2 mots, l'histoire de la bulle immobilière en Andorre. Donc en Andorre, c'est quoi le contexte? Pour venir en Andorre, vous avez en gros 2 options. Bon, attention, je suis pas spécialiste du truc, mais en gros, il y a 2 options. Vous êtes en résidence active ou passive. Résidence active, il faut venir avec une entreprise ou créer une entreprise. Pour la création d'entreprise, il faut déposer 50 000 balles en caution au gouvernement. C'est de l'argent qui est immobilisé, que vous ne revoyez que lorsque vous quittez le pays. C'est une enveloppe qui est faite pour, si jamais vous accumulez des dettes au niveau des administrations, si vous ne les payez pas, bah, ils ponctionnent dans ce truc-là. Voilà. Ensuite, il y a la résidence passive. La résidence passive, c'est par exemple, bah, vous êtes retraité et vous venez en Andorre pour bénéficier de moins d'impôts, moins tout ce qu'on veut sur vos revenus locatifs, d'autres types de revenus, je sais pas, des dividendes, peu importe. Et ben, vous êtes obligé de faire un investissement de 600 000 euros, c'est 600 000 balles pour pouvoir bénéficier de la résidence passive. Voilà. Donc forcément, une fois que vous avez, peu importe la formule, vous avez accès à, bon, sans parler de la qualité de vie, sécurité, santé, tout ce qu'on veut, mais vous bénéficiez d'une fiscalité avantageuse. Le problème, c'est que ces derniers temps, enfin le problème, c'est juste factuel, ces derniers temps, il y a eu des accords qui ont été passés, je ne sais pas si c'est vraiment fini, mais en tout cas, je crois que c'est en bonne voie, si c'est pas déjà fait, entre l'Andorre et l'Europe. Voilà. Donc, qui dit des accords dit qu'il y a plein de choses qui vont changer. Donc, ce qui se dit, c'est que il y aura plus ces histoires de résidence passive, active, etc. Il y aura une libre circulation beaucoup plus simple, parce que là, il y a la douane, il y a tout ça. Donc, voilà, c'est vraiment un pays à part entière, hors communauté européenne. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que il y a un peu plus de monde qui va pouvoir revenir sous des conditions qui sont très légères, en tout cas beaucoup plus légères et moins restrictives. Ils vont devoir se réaligner sur certains points de fiscalité, donc augmenter la TVA qui est ici à l'heure actuelle à 4,5%. Donc ils vont devoir très certainement peut-être la monter à 10 ou 15, j'en sais rien. Et d'un point de vue fiscal, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'impôts. Donc qui dit plus d'impôts dit ceux qui viennent ici et pour optimiser soit leur vie ou soit des business, ils vont plus venir. Donc s'il y a plus cette attractivité, tous les biens immobiliers qui sont montés à, je sais pas, 2, 3, 4 millions pour des trucs qui, je sais pas, de l'autre côté de la frontière, ça vaut peut-être 4 ou 5 fois moins, ces gens-là, ils vont se barrer. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on a pu voir, c'est que des gens commencent déjà à se barrer, ils cherchent à vendre. Donc, vous pouvez vous retrouver dans la configuration suivante où quelqu'un qui est business, il est au courant de ce genre de choses, et donc il va, s'il est propriétaire d'un appart ici, ou d'une maison, ou peu importe, il va faire quoi? Il va le vendre.
et il va même vous filer des thunes pour que vous partiez. Donc il est assez courant que des mecs au fil 10, 20, 30 000 balles pour que le locataire se casse. Car vendre un appart avec des locataires, ça marche pas très bien ici, quoi, pour de l'investissement locatif. Donc voilà, on a des gens qui commencent à vendre depuis quelque temps, hein, déjà, et nous c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi de ne pas acheter ici, parce que c'est un peu surcoté, surtout avec ce qui risque d'arriver vu les accords qui ont été passés. Donc voilà, c'était juste le contexte. Donc moi je suis pas dans les milieux autorisés, mais je me tiens au courant, et quand je vois que des gros portefeuilles, des gros mecs du business se barrent et font tout pour vendre, ça veut pas dire qu'ils se barrent, mais d'un point de vue immobilier, ils vendent, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est peut-être le meilleur moment de vendre avant que tout le monde, avant que beaucoup plus de biens immobiliers se retrouvent sur le marché. Bon, c'est bien beau, on dort, tout ça, etc. Mais il s'est passé quand même des choses très sympas en trading et je voulais vous montrer ce que j'avais fait, comment je l'avais fait, pourquoi je l'avais fait. Ma logique était bonne ou pas, je ne sais pas. Et voilà, donc c'est parti pour les graphiques. Nasdaq futur, là on est sur des bougies 2 heures, car c'est sur le 2 heures que j'ai identifié une zone sur laquelle je suis rentré short avec des lots micro. Voilà. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était à la fin du mois, on a eu je veux dire début du mois même, on a eu ça a travaillé le début, le haut de la zone, à un moment donné ça a pété. Et là, je veux dire, de 18 400 jusqu'à 600, ça a monté en ligne droite, en ligne droite, en ligne droite. Sur RNCO, j'avais pris quelques traites, mais bien plus bas ici, à la cassure de l'oblique, enfin bref, price action. J'ai bien bidouillé, mais je suis pas allé plus haut que ça, quoi. Par contre, ici, ça montait, ça montait, ça montait. Je me suis dit, bon, à un moment donné, ça va bien descendre. Je me suis dit, je vais attendre 18 500 un short, et ça voulait rien savoir. Et même arrivé au 18 600, ça continue. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Bon, bref, et à un moment donné, ça s'est quand même détendu. Et j'ai identifié une zone sur du 2 heures. Donc celle-ci, là, on a la zone en 2 heures. Voilà. Et je suis rentré short en réaction. Là, vous voyez, pile poil, on est venu toucher le bordel. Et c'est là que j'ai commencé, donc, sur du 200 ticks après, en précision, dès qu'une loi de dos baissière en réaction de la zone s'est mise en place, et je suis rentré avec plein de lots, de micro-lots. Voilà. Pourquoi des lots micro? Parce que on est quand même en contre-tendance, donc même si on a une zone qui distribue, j'ai pas envie de me prendre une grosse douille, parce que le Nasdaq en contre-tendance, généralement, c'est pas une situation d'avenir. Donc voilà, je libérais au fur et à mesure, après je rachetais les lots au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc c'était vraiment un truc très sympa. Ayant manqué la hausse, je me suis tapé la baisse. Et ce qu'on peut voir ici, c'est intéressant aussi. On a cette zone qui a été retravaillée ici. Donc là, je l'ai pas fait. Là aussi, je l'ai pas fait. Et là, on voit qu'il y a un spring. Donc ça arrive de temps en temps. J'en vois moins qu'il y a quelques années où le Nasdaq était beaucoup plus nerveux. On avait des springs beaucoup plus souvent et on pouvait se faire sortir. Parce que si par exemple on décide de trader cette zone, il y a deux options en fonction de l'unité de temps dans laquelle on va travailler. On va mettre le stop au-dessus de la zone ou en dessous si on est dans le sens des achats. Et ce genre de truc, généralement, ça vous fait bien sortir. Et derrière, ça envoie du steak. Donc, si vous arrivez à identifier un spring, généralement, c'est vraiment sympa. Mais franchement, c'est pas évident. Mais il faut savoir que ça existe. Donc, c'est pas parce que vous prenez une douille à un moment donné et que votre stop saute qu'il faut vous empresser de prendre une position contraire. Voilà, c'est plutôt ça. Faut, je pense, observer et voir ce qui se passe. Donc la journée de vendredi, donc vendredi hier, c'est vendredi 15. Pendant que je voulais vous faire ce retour sur la semaine et vous montrer plus de trucs de scalping,
il y a eu, que j'avais préparé la séance un peu en amont, j'avais identifié un certain nombre de zones. Donc ici, on est sur le M1, donc Nasdaq Future hein, toujours, et là en couleur rose rouge, c'est une zone M15 qui a été identifiée. Et donc forcément après, vu ce qui s'est passé sur le marché, j'ai pas pu faire l'enregistrement de la vidéo. En revanche, j'ai pris des enregistrements de cette séquence pour le trade, enfin pour vous montrer plutôt des zones pour une fois que du scalping Renko, voilà. Donc là, on est en pré-market, il est 13h45 et le prix vient taper une première fois, dans la zone. J'attendais une loi de dos vraiment sympa au 200 ticks. Et sur ce premier passage, c'était pas très sympatoche. Et donc j'ai attendu encore, on est revenu taper une deuxième fois, on n'a pas fait de plus bas. Et ça a commencé à renvoyer, être un peu plus dynamique, mais encore une fois, on est en pré-market, quoi. Donc, je suis rentré plus sur du 200 ticks, donc ça correspond à là sur le 1 minute, et après, j'ai accompagné le prix. Donc, en fonction de l'intensité du mouvement, moi, j'aurais espéré que ça parte au 18 300, mais c'était pas folichon, donc j'ai laissé traîner, et à un moment donné, je suis sorti dans cette zone-là parce que VWAP, parce que plein de choses, donc que je me souvienne bien, ça faisait pas un trait de foufou, mais voilà, là j'étais pas bien parce que c'était plus très, ça tricotait quand même, et là je me suis dit bon, ça va pas y avoir une grosse explosion. Et on va pas trop traîner dans le trade, quoi. Et j'ai bien fait parce que derrière ça a dévissé. Là, c'est le deuxième trade de la journée. Donc celui-là, il est un peu plus sympa, mais il est un petit peu plus tendu parce que là, c'est basé sur une oblique. Donc voilà, je pense être sorti à un moment pas trop dégueulasse parce que derrière, voilà, VWAP et boum, on est reparti. Donc je voulais pas rentrer à l'achat vu la configuration et vu comment la zone était enfoncée. Là j'avais une deuxième zone qui était tracée, elle a, hein, voilà. Donc quand j'ai vu que cette deuxième zone M15 elle s'est pris un gros fuck, je me suis dit c'est quoi l'étape d'après? C'est l'oblique. Ça, c'est une grande oblique, hein, oui, c'est légèrement pente. C'est une grande oblique qui date d'il y a des semaines et des semaines et des semaines sur lesquelles le Nasdaq s'appuie. Et je me suis dit, là, soit on a une belle réaction avec une loi de dos qui se met en place, et là, je vais rentrer et espérer rester peut-être un quart d'heure, 20 minutes, ou voir en tant que sévère, rester dedans. Ou bien alors, jouer la probabilité de la baisse et de l'oblique. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on est sur le M1. Donc voilà, l'oblique elle est enfoncée. Généralement c'est parce que l'oblique est enfoncée que ça veut dire que ça va partir. Souvent j'attends un pullback sur l'oblique pour vraiment bien montrer que le prix rejette l'oblique. Et bon, ça se passe pas toujours comme prévu avec le niveau de précision souhaité, mais là on voit cette mèche déjà là qui vient rejeter l'oblique. Donc pour moi ça c'était une bonne info, et je me souviens plus précisément quand je suis rentré. Voilà, on entre ici, et après de gros moments de solitude parce que ça a tricoté. Voilà, ça a tricoté, et après on est parti, voilà. Donc trade sympa. En tout cas, j'ai respecté ma logique. Je sais pas si elle était bonne, mais gros moment de solitude. Là, à chaque bougie, c'est 1 minute de solitude. Donc bon, voilà. Voilà. Et puis là, je suis sorti avant les 18 100. Donc derrière, on a continué à dévisser, et c'est largement suffisant.
Bon voilà, et pour changer, ça c'est un trait que j'ai loupé parce que soit la zone n'était pas correctement identifiée, donc la zone, c'est jeudi, hein, j'avais oublié, j'avais fait une capture d'écran pour montrer ce trait. Jeudi, ben voilà, j'avais une zone jeudi soir, j'avais une zone en M15 identifiée là, et pour moi c'était achat. Lorsque on viendrait taper la zone, si elle réagit proprement, si on a une belle loi de dos, hein, vous voyez comme voilà, qui se met en place, ben, on n'est pas allé sur la zone, hein, voilà. Donc je suis allé revérifier, d'après mes critères, la zone est correctement tracée. Voilà, donc à 7 points près, on n'y va pas. Donc je suis resté là, regarder le prix qui part. Et bon, derrière, j'ai pris un short parce qu'il y a eu une autre. On était proche du close et il y avait un mini short à faire parce qu'on arrive à une autre zone. Mais voilà, bon, c'était pour vous montrer que des fois, bah, vous attendez un truc, ça se manifeste pas, donc bah, vaut mieux pas prendre si ça correspond pas à vos critères, même si vous voyez que c'est vert derrière. Bon, bah voilà. Parce que le problème, si vous dites ah bah j'ai sûrement dû mal identifier la zone, bon bah en fait vous rentrez à quel moment là? Vous rentrez à quel moment? Bah, soit vous dites ouais je vais rentrer en loi de dos, tout ça, bon, ok, mais si vous attendez vraiment là, le plan ne se déroule pas comme prévu. Donc bon, chacun sa manière de faire. Moi, lorsque le plan se déroule pas comme prévu, il n'y a pas de plan derrière, je mets rien en application. Voilà. Allez, on est parti pour le calendrier éco de la semaine d'après. D'accord. Donc pour le lundi 18 mars, 11 heures sur l'Europe, l'indice des prix à la consommation, il peut y avoir du mouvement, donc soyez prudents. Mardi 11 heures, pareil, l'indice ZEO, là c'est pareil. Sur le DAX, il y a moyen que ça bouge un petit peu, donc prudence. 13h30, les permis de construire, ce qui correspond aussi avec le pré-market. Attention au changement d'heure, bah, là c'est pareil. Attention, il y a souvent du mouvement. Ensuite, moi je vois rien de spécial. Euh, alors ensuite, 9h45 matin, on peut faire gaffe aussi sur la garde de la BCE à 9h45, il peut y avoir du mouvement. Les stocks de pétrole, ça va. 19h, ouais, peut-être avec tous les taux d'intérêt là, je ferai gaffe si je suis dans le marché à cette heure-là. Donc ouais, 19, ouais, communiqué, décision Fed, oui, ok, je l'avais pas vu. Donc ouais, 19h, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Donc ça peut être même une journée où ça va ranger, il y aura peut-être moins de volatilité que d'habitude. Et donc bien évidemment à cette heure-là, je ne serai pas du tout dans le marché. Jeudi, 9h15, 9h30, les indices PMI, ça va prudence, il peut y avoir du mouvement. 10h, bulletin économique, PMI facturier. Ouais, 10h, je ferai gaffe. En tout cas, c'est une annonce éco que je marquerai sur le graphique si je suis sur le marché Europe. Après, inscription chômage, ça régulièrement, ça fait un petit mouvement, donc je fais attention, je me méfie. En plus, pré-market, comme d'hab. Ensuite, RS. Vendredi, discours de Bouba, IFO, climat des affaires, je me méfie de ce truc-là, donc je le note sur le graphe. Après, sur les US, rien de spécial, je pense. En tout cas, rien qui va m'empêcher de bosser tranquillou. Bah voilà, c'est terminé. Donc, moi, ça me fait super plaisir de refaire une petite vidéo là, parce que ça faisait vraiment longtemps. Et j'avais vraiment pas de temps. J'espère que pour la semaine prochaine, je pourrai faire quelque chose. Je vais voir. J'essaierai de m'organiser différemment peut-être, ou je prendrai une journée comme ça, qui a été sympa, qui a été intéressante techniquement, et j'anticiperai peut-être et enregistrerai quand j'aurai le temps dans la semaine un retour
pour l'envoyer plutôt vendredi. Je pense que c'est bien de l'envoyer vendredi après-midi. Voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne fin de week-end. Soyez prudents avec les taux de la Fed la semaine prochaine. Et puis, à bientôt.